Donc on va d'abord commencer à parler de sujets qui sont ces jeunes, cette génération-là, ces Y, ces millennials, pourquoi pas ces Z, mais je crois qu'on est tous d'accord sur un point, c'est qu'il y a un gap monumental entre nous les vieux hein, et eux les plus jeunes, ces Y et ces Z. Alors comment vous les qualifieriez en quelques mots, ces jeunes? Manuel, peut-être pour commencer de ton côté. Alors, pour rebondir sur ce que je viens de dire, en tout cas chez nous, ils étaient à l'époque 20% à trouver leur premier job à l'étranger. Aujourd'hui, ils sont 40% des dernières années à trouver leur premier job à l'étranger. Donc, ils sont à la fois internationaux, c'est 30% d'une promotion, et ils ont surtout la bougeotte. C'est leur première motivation professionnelle, c'est que vous, dans la salle, vous, entreprise, vous leur donniez la possibilité de partir ou d'avoir un job à dimension internationale. Un critère. Deuxième point de ce que moi j'appelle mon triptyque, dans le cadre de nos études dans le New Gen Talent Center, deuxième point très important, ils ont une volonté d'apprendre, de se développer. C'est quasiment leur première motivation, leur première attente professionnelle. C'est l'envie de grandir, l'envie de se développer personnellement et d'apprendre tout le temps. Alors ça peut paraître étonnant, hein. Ils sortent d'école et ils veulent continuer à apprendre chez vous. Et c'est vrai que c'est un point qui est à la fois vrai à la sortie de la prépa, puisque c'est une enquête qu'on fait sortie de prépa, c'est une enquête qu'on fait en cours de scolarité, et c'est une enquête qu'on fait au bout de 2-3 ans. Eh bien, cette envie de se développer, d'apprendre, elle reste le premier objectif de carrière pour ces jeunes. Et le troisième objectif, le troisième point de mon triptyque, ils ont une envie de diversité de missions extrêmement importante. C'est vraiment leur troisième motivation, mais bon, tout ça c'est presque à égalité, hein, international, envie d'apprendre et diversité des missions. Alors, par rapport à cette définition, quand on a échangé un petit peu ensemble, Evelyne et Sophie, j'allais dire, on a quasiment une forme de paradoxe. Evelyne, vous me disiez, ces jeunes ont une distance, vous avez même parfois ajouté peut-être salutaire aux organisations, et vous, Sophie, vous me disiez, mais ils recherchent au contraire l'attachement au groupe. Comment vous réagissez par rapport à ça? Peut-être commencer par vous, Evelyne. Oui, moi je pense que, enfin, ce que je constate aujourd'hui chez nous, c'est qu'il y a une sorte de distance à l'entreprise. Alors, si vous avez dit attachement au groupe, c'est pas tout à fait la même chose. D'accord. Et donc, une forme de distance et une forme de contractualisation vraiment de la relation. C'est-à-dire que je pense que les générations d'avant ont, pour certaines, vraiment tout donné à l'entreprise, trop donné à l'entreprise aussi. Et ils ont beaucoup plus de distance et de discernement, et je trouve plutôt la relation plus saine aussi. Dans ce qui se passe dans l'entreprise, ils sont aussi plus à même de comprendre les réalités économiques auxquelles on fait face et les décisions qu'on peut être amené à prendre. Donc, moi, personnellement, je crois que cette distance est plutôt très saine, et ce qui ne les empêche pas de s'investir pour l'entreprise. Alors du coup, cette envie, cet attachement, c'est quoi? Alors l'attachement au groupe, c'était pas forcément au... Oui, il fonctionne, c'est bon. Non, c'était pas forcément au groupe entreprise, mais à une communauté quelle qu'elle soit en fait. Alors moi je reconnais des choses évidemment dans ce que vous dites toutes les deux. En même temps, dans le cadre de notre groupe, on a des profils qui ne sortent pas tous de l'EDEC. On le regrette évidemment, mais malheureux. Enfin, ça peut s'arranger. Hein, mais il se trouve qu'on a une diversité des métiers et des propositions qui est telle que, évidemment, on a une diversité des profils. Ce que je note, qui est le revers de la médaille, peut-être de ce que vous venez de dire, c'est que je trouve quand même des jeunes qui sont précarisés, y compris des diplômés bac plus 5, avec des écoles ou des masters tout à fait reconnus. Et donc, il y a à la fois il y a la chasse au CDI qui arrive beaucoup plus tard pour une grande partie quand même des diplômés, dont vous ne faites sans doute pas, enfin dont les étudiants de l'EDEC ne font sans doute pas partie. Donc il y a vraiment cette recherche de sécurité qui est pour moi le revers de la médaille du détachement à l'entreprise. C'est qu'en même temps, je suis plus détachée parce que je ne veux pas me surinvestir et j'ai une attitude de consommateur quand je peux me le permettre. Et en même temps, j'ai quand même beaucoup de jeunes qui se retrouvent dans un sas entre le moment où je suis diplômée et le moment où j'ai un CDI qui me permet de me projeter dans l'avenir et d'avoir accès à tout un tas de services auxquels je n'ai pas accès
commencer par le logement. Je suis désolée de revenir sur des sujets assez, enfin des sujets de base. Hein. Voilà, donc j'ai vraiment ces deux sujets pour moi. Alors, Laurent, vous allez encore plus loin quand vous nous parlez de ces jeunes. Vous dites, ils ont un rejet total des organisations existantes. Alors, il y a deux choses. D'abord, on a toujours un peu... La marque employeur, ça marche. C'est-à-dire que finalement, à la fin, on a aussi les jeunes qu'on recrute, l'un dans l'autre, il ne faut pas se tromper. Nous, l'approche de la génération Y, on a d'abord regardé toutes les études qui existent. Si on résume le truc, c'est fun, learn, feedback. Donc learn, tu as commencé comme ça, Emmanuel, mais disons, nous, ce qui nous a frappé, on s'est dit... Au début, on avait une opinion. Par exemple, moi, je pensais, c'est des conneries, c'est pas une révolution, c'est une génération comme les autres. En 1830, Rimbaud et Baudelaire, c'était quand même un peu plus transformant que la vie de Bohème, quoi. Bon. Et puis après, on a fait une étude et au lieu d'avoir une opinion, j'ai eu une analyse. Et c'est clairement différent. C'est complètement une cohorte générationnelle qui n'a rien à voir. Comme dit Michel Serres, c'est la première qui va être confrontée à une transformation majeure, mondiale, de l'ordre de l'invention de l'imprimerie, de l'ordre de l'invention de l'écriture. Donc c'est par définition des gens qui ont... C'est pas parce qu'ils ont en eux ça, c'est simplement qu'ils sont confrontés à ce que Warren Bennis appelle un crucible, un creuset en fait de l'expérience qui est tout à fait nouveau. Alors du coup, l'histoire de la résistance aux organisations, c'est quoi ? C'est qu'il y a, bon, incontestablement, il y a des pertes de confiance. C'est des gens qui, dans les attributs de la cohorte générationnelle, de toute façon, pour X raisons, ne peuvent pas croire comme nous, on l'a pu le croire, hein, à ce progrès permanent, à cette forme d'évolution. On a coutume de résumer ça, vous le lirez partout, c'est pas la peine d'insister trop, mais vous comprenez l'idée, c'est que c'est vrai que moi j'avais 95% de chance d'avoir un meilleur job que mes parents, et mes gosses ont en gros 95% de chance d'avoir un job moins bien que le mien. Bon, ok. Mais si on sort de cette logique-là, c'est un peu d'ailleurs ce qu'on exprimait, et je l'ai vécu au Caisse d'Épargne, c'est pareil. Le vrai sujet, c'est quoi ? C'est que c'est une génération qui fonctionne avec des notions d'attachement très différentes. On sait qu'on est une vie dans ma génération, c'est 3 employeurs, plus ou moins. Maintenant, on sait qu'on va être plutôt sur 7, à 8, à 10. Mais moi, je crois que ça va aller beaucoup plus loin. Le salariat est mort. C'est-à-dire que le salariat mensualisé, celui qu'on a créé au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, qui au passage permet d'appuyer des prêts bancaires parce que vous donnez une lisibilité des choses, donc en fait des vies sécurisées, etc., des systèmes de protection sociale, c'est fini. C'est fini. Vous voyez, et je pense que la meilleure personne qui a répondu à cette question, c'est un gars que vous connaissez dans une école de management quand même, Charles Handy, qui est l'un des derniers gourous vivants bien connus du management. C'est un Irlandais, 80 ans, un type incroyable, très simple. Andy, c'est un gars qui un jour fait du jardinage. Un type arrive en disant « J'ai croisé Madame Andy, elle m'a dit que son mari était là. À votre avis, mon brave, est-ce que je croyais que je pourrais le rencontrer ?» Il dit « Andy, c'est moi. » Et le type le regarde et dit « Vous êtes sûr ?» Ce qui montre la modestie du gars. Et parce qu'il raconte cette histoire et il dit « En plus, il avait raison de poser la question parce que moi-même, je ne suis pas sûr de toutes les versions de Charles Andy que j'ai connues. » Et Andy, récemment, a été confronté à un jeune Ghanéen qui lui dit « Moi, l'employabilité, que Christian évoquait, vous savez, M. Andy, c'est d'avoir un job, quoi, ce que vous dites. » Et Andy lui a dit « Ce mot devrait être banni de la langue anglaise. » Parce que le job, c'est quoi ? Le travail d'hier. C'est j'achète ton temps et je te dicte ce que tu dois en faire. Ça, c'est le modèle dans lequel on a vécu, qui marchait bien. Le travail demain, c'est je vais acheter ton temps pour ce que tu as choisi d'en faire. Ce qui veut dire au passage que si vous n'avez pas choisi ou vous ne pouvez pas choisir, ça va être plus dur. Dans un monde, vous regardez l'évolution de LinkedIn, c'est exactement le sens en fait de l'évolution du monde. C'est-à-dire que je pense que ce pourquoi il y a réaction contre l'organisation, c'est d'abord parce qu'on est communautaire. Enfin, pas on, ils sont communautaires, pardon. J'ai juste appelé d'un an à la génération Y. Moi, mais bon. Le deuxième point, c'est surtout que l'organisation, c'est-à-dire des gens extérieurs qui vont vous dicter ce que vous devez faire, n'est pas le modèle d'avenir. C'est-à-dire que ce n'est pas comme ça que ça va faire. Le seul truc, la seule différence, c'est que dans des pays organisés, dans des pays mûrs, eh bien évidemment, ça va être plus compliqué pour nous de changer parce que nous, par contre, on vit dans des modèles organisés. Donc on va devoir se réformer, tandis que dans d'autres pays, ils vont devoir créer. Et c'est plus facile de créer que de se réformer. Donc cette génération, c'est une génération globalement qui de toute façon va vivre sur des codes différents. Et par rapport à la notion d'organisation, ce n'est pas le fait de dire seulement je ne crois pas dans l'État, je ne crois pas dans les entreprises. C'est juste que la notion d'employabilité, elle a fait un shift il y a des gens responsables du développement de la compétence à je suis le responsable du développement de la compétence. C'est le concept qu'on connaît depuis longtemps qui s'appelle l'entreprise de soi. En fait. Et c'est ça ce vrai changement. Ils croient en l'entreprise, enfin ils vont devoir y croire, mais à condition que ce soit eux, leur propre entreprise. Alors,
Justement, sur cette question du recrutement, pour reporter là-dessus, vous disiez, il y a de la marque employeur, on continue à recruter, heureusement, tout se passe bien. Le point n'est pas là. Pourtant, il y a des éléments que nous allons devoir changer dans la manière de les recruter, en tout cas d'évaluer qui ils sont pour prendre les bons pour demain. Alors, vous me parliez de communauté, on parle de plus en plus de shared leadership, on parle de leadership compassionnel, de management par la générosité, enfin, tous ces termes qui arrivent et qui sont la vie de ces jeunes. Alors après, il peut y avoir aussi, je vous vois sourire Sophie sur ces éléments-là, mais comment ces éléments-là, aujourd'hui, au moment du recrutement, on est capable de les évaluer chez ces jeunes? Je garde Ouais. la réponse là-dessus. C'est d'ailleurs mon seul point de divergence complet avec Christian Libourel. Son livre est vachement bien, c'est intéressant, c'est génial. Je partage 100% du constat, l'employabilité, on le pousse. Mais il y a un point sur lequel je pense on ne prête pas assez d'attention. On a vécu et on vit dans des modèles de leadership qui reposent beaucoup sur « faut un leader dans une entreprise ». Il y a un changement total. L'évolution aujourd'hui, la demande de ces groupes, nous on a fait une étude, plus de 3000 répondants dans 64 pays de génération Y, mais on n'a pas voulu faire une étude générique, on a dit la génération Y de Mazars, écoutons nos talents de demain, les nôtres. Réponse, on leur offre 5 types de... Alors déjà, est-ce qu'ils veulent être leaders? Toutes les études nous disent non, c'est une génération qui disent on ne veut pas être managé et on ne veut pas être manager. Et 3, par contre, on veut qu'on s'occupe de nous. Alors d'ailleurs, ça pose un problème technique, parce qu'il faut bien qu'il y ait des gens qui s'occupent de quelqu'un à la fin. Mais si vous voulez, le point qui est pour moi le point majeur, c'est que vous leur dites quel type de... Okay, voulez-vous être manager? Nous, ils répondent oui. 85% disent on veut être manager. Mais quel type de manager? Et on leur offre 5 choix. En gros, le géo, le gars sympa, tout est beau, tout est gentil, il faut être super cool, etc. 2, l'expert. 3, le visionnaire. 4, le gang leader, si vous voulez. Et on va dire, en gros, le manager par les règles, par les principes, hein, dur mais juste, etc. Évidemment, tous nos modèles sont construits sur le gang leader, sur le manager dur mais juste, et, enfin le mec à principe, et puis en gros le visionnaire, hein, le leader charismatique, le machin, le truc. Réponse à 60 et quelques %, ils disent nous, notre modèle, c'est le géo. On veut des managers qui soient des géos, et nous, quand on est manager, on veut être géo. Et ça va plus loin, c'est que plus les répondants sont eux-mêmes en situation de management, parce que chez Mazars, on a 28 ans de moyenne d'âge, donc on a une génération Y qui fait 80% de l'effectif. Donc dedans, on a toute la gamme des gens de l'assistant au senior manager. Plus vous montez dans la hiérarchie, plus ils vous disent « et on veut être encore plus géo, c'est le modèle d'avenir ». Le géo, ça veut dire quoi? C'est le modèle dit du shared leadership. C'est-à-dire, en fait, l'idée, c'est qu'on n'est plus dans le modèle de l'homme providentiel. On n'est plus dans le modèle du leader unique. On est dans le modèle des communautés de leaders où, par contre, si vous voulez une image pour fixer le truc, c'est le Seigneur des Anneaux. Dans le Seigneur des Anneaux, vous avez plein de héros. Entre Legolas, je ne sais plus comment s'appelle le nain, et comment il s'appelle Frodon Saké. Et dire, merde, mais qu'est-ce qui se passe? Et regardez, d'une scène à l'autre, en fait, le leadership change. D'accord? Et c'est bien parce qu'ils sont une communauté qui peuvent surmonter le truc, et ils n'ont aucun mal, à un moment, à être le leader, le type qui réussit, qui gagne, à sauver l'autre, par contre à se mettre en retrait, etc. etc. Ce modèle-là, c'est un modèle qui est extrêmement choisi. Et quand on parle du management de la générosité, ce n'est pas des concepts académiques, c'est Jean-Paul Agon qui vous le dit chez L'Oréal. Et L'Oréal n'est pas connu pour être une boîte qui est dans un truc avec du management à la géo, pas du tout. Le Dalai Lama type of CEO, hein, ça s'appelle en anglais. Pas du tout. Eh ben, sauf qu'ils ont fait une enquête, il y a à peu près 5 ans maintenant, dans toute l'organisation, et les gens ont dit « arrêtez vos conneries maintenant, soyez plus généreux ». Généreux, ça veut dire quoi? Bien, si un État, par exemple, n'offre pas un système de protection sociale quelque part dans le monde, eh bien l'entreprise doit se substituer. C'est-à-dire la générosité, c'est un concept qui devient, bien sûr, qui n'est pas du tout inscrit dans ce qu'on a appris depuis 60 ans, mais qui devient une base de fonctionnement et peut-être de meilleure adhésion. Mais le problème, c'est quoi? C'est qu'on n'a pas été formé pour ça. Donc aujourd'hui, le vrai sujet, c'est que la génération Y, le problème, c'est pas comment les manager, c'est comment eux vont nous manager. Mais 2, c'est ma génération X, là, qui a encore une dizaine d'années à diriger les choses. Je l'ai choisi sur quoi? Sur sa capacité à transmettre. C'est un mot que j'ai entendu tout à l'heure. Eh bien, c'est une énorme connerie. C'est pas transmettre qui est important, c'est de permettre. Il faut que non pas nous transmettions nos codes à cette génération, il faut lui donner la possibilité d'avancer les siens. Ça n'a rien à voir. Et ces codes-là seront plus tournés vers ce qu'on appelle le management partagé, communautaire, le shared leadership, c'est le concept qui existe et qui commence à se développer, mais seulement 10 ans de recherche dans le monde des sciences de gestion. En intelligence artificielle, c'est un peu plus, mais en gros, c'est ça. Eh bien, voilà, c'est un nouveau modèle. C'est l'inverse un peu même de ce qu'on a connu. Alors, dans les autres tendances aussi par rapport au recrutement,
Sophie, vous me disiez, voilà, nous, on a eu de la chance, on s'est pris des crises régulièrement, ou des changements réguliers. Donc les vagues étaient là, pas trop hautes. Aujourd'hui, les vagues, l'image était forte, je trouvais, elles se rapprochent en ce moment en petite dédicace pour nos amis bretons. Voilà, les vagues sont beaucoup plus proches et beaucoup plus fortes. Et donc il va y avoir une capacité de résilience à développer et à repérer chez ces jeunes pour faire avancer les organisations de demain. Oui, effectivement, quand on a préparé cette table ronde, Emmanuel me dit, voilà, la question, ça va être comment vois-tu les jeunes 2025, le monde du recrutement en 2025. Donc j'avoue que j'ai été un peu perplexe au départ. Et puis petit à petit, bon, j'ai quand même réfléchi depuis. Donc ça m'a permis de me forger quelques convictions que je voulais partager. Et puis après, ancien réflexe de consultant, j'ai regardé qu'est-ce qui s'est passé sur les 10 dernières années, en fait. Parce qu'en fait, quand on veut voir comment le monde évolue, il faut prendre un peu de recul. Quand je dis 10, on devrait regarder 20, voire 30. Clairement, ce qui s'est passé, c'est une accélération du changement, c'est l'apparition du digital. Et je ne pense pas qu'on soit au bout de la révolution numérique. Est-ce qu'il va y en avoir une autre, encore une rupture technologique? J'en sais rien. Donc en fait, moi j'ai l'impression qu'on vit dans un monde de plus en plus incertain. Incertain sur qu'est-ce qui va être important en termes de connaissances, où vont être comment le rapport de force vont changer, même si là je pense qu'on a un peu plus de certitude. Donc en fait, quand je recrute quelqu'un aujourd'hui, spécialement dans un grand groupe comme le nôtre, mais je pense que c'est pareil pour vous, il faut savoir que les turnovers sont faibles. On n'est pas dans le monde du conseil, parce que je reviendrai sur ce que vous avez dit, qui est un monde que je connais très bien. Vous êtes sur un monomodèle de collaborateurs, en fait. Donc nous, on a plein de métiers, plein de pays, bon, vous aussi, mais donc on a vraiment des aspirations très, très, très différentes. Donc mon point, si je reviens, c'est de dire, voilà, moi je recrute des gens, c'est un investissement qui va durer 3 ans. Je venais du conseil, effectivement, le poids de l'investissement, déjà on recrutait sur un nombre d'écoles extrêmement réduit, donc la sélection était faite par les écoles, d'une part, d'autre part, turnover 25-30% par an, voilà, ma prise de risque, elle est assez faible, mon enjeu c'est d'identifier ceux que j'ai envie de garder, en fait, finalement. Donc là, c'est tout l'inverse, hein. Mon enjeu, c'est dès le recrutement d'identifier ceux que j'ai vraiment envie de recruter, ce qui vont rester 20 ans, 30 ans. Et donc, en même temps, beaucoup plus de diversité dans les formations. Donc, je me suis un peu plus renseignée sur ce qu'offrait le modèle français et international en termes de formation. Donc, premier paradoxe, on a des formations qui sont de plus en plus professionnalisantes. C'est-à-dire qu'on apprend des métiers. On apprend moins un savoir-être, un savoir réfléchir et un savoir s'étonner, se comporter que des techniques, en fait. Donc en même temps, alors ça c'est vrai du modèle français, on est un pays où les entreprises investissent énormément dans la formation parce que de toute façon c'est une obligation légale. Et en même temps, on voit qu'on a des vrais problèmes d'employabilité avec des industries qui sont en fin de vie, des nouvelles industries. Moi, je suis dans la banque, on cherche désespérément, je facile à tout le monde, des informaticiens, des marketeurs, des gens qui sont à l'aise avec le digital. Bon, évidemment, j'ai du mal à les trouver, d'autant qu'on ne pense pas forcément à la banque quand on est sur ces métiers-là. Bon, et en même temps, j'ai plein de gens qui sont sur des métiers qui sont en fin de vie, en fait. Et donc, je me dis, finalement, j'ai recruté des gens, j'ai dû mal recruter, et en plus, je les ai mal formés, ou en tout cas, j'ai mal utilisé mes dépenses de formation. Donc, finalement, pour essayer de parer un peu le risque, je me dis, la seule chose qui est certaine, c'est que le monde sera différent et qu'il va évoluer de plus en plus vite. Donc, j'ai besoin d'investir dans un processus de recrutement qui soit le plus ouvert possible. Alors en France, on a cette segmentation grande école, université qui est quand même propre au modèle français, qu'on ne trouve pas dans les autres pays. Donc on a mis en place un système de recrutement via des tests en ligne, tout le monde peut les faire, et moi je me mets des seuils en fait, et c'est des tests cognitifs, bon alors après on peut juger que c'est les bons, pas les bons, je peux les faire évoluer, sur une norme européenne, et je regarde les jeunes qui passent ces tests, où ils en sont. Ils ont un certain niveau, ok, ça me convient, ils sont en dessous, j'arrête, je ne regarde même pas le CV. Et ensuite, je regarde le CV, et après, on a des entretiens, et ce que je cherche à évaluer, c'est très difficile, et ça demande un investissement en temps et donc en argent très important, c'est comment cette personne va évoluer. Et donc, parmi les choses qu'on essaye d'apprécier, c'est effectivement la capacité à sortir du cadre, à prendre du recul, à encaisser les chocs. Donc c'est ce qu'on appelle la résilience. Hein. Et des chocs, il y en a tous les jours. La capacité à travailler en transversal, en collaboratif, à se remettre en cause. Bon.
c'est très difficile. Je me suis rendu compte, moi venant du conseil en stratégie où on est plein de data, c'est super facile de prédire ce qui va se passer. Là, quand on est face à l'humain, c'est beaucoup plus compliqué. Et on a un rôle en tant qu'entreprise, en fonction des expériences qu'on va leur donner, on va leur permettre de développer ou pas les potentiels qu'on a vus lors du recrutement. Donc notre enjeu, il est vraiment là-dessus. C'est que le cognitif, pour moi, c'est de l'acquis. Donc on essaye de l'évaluer voilà, par des tests qui sont élaborés par des cabinets dont c'est le job. Et ensuite, j'essaye de recruter des profils qui vont pouvoir évoluer et que je vais pouvoir former, reformer, envoyer sur différentes missions, d'autant qu'une partie d'entre eux, effectivement, ont envie de bouger très vite. Voilà. Et enfin, après j'arrête, mais je voulais quand même faire part de mes convictions parce que je pense qu'il n'y a pas de modèle unique, en fait, et il n'y aura pas de modèle unique, en fait. Voilà, sur le rapport au travail, sur la fin du salariat ou pas. Voilà. Je pense qu'on va avoir plus de modèles, en fait. Ensuite, il y a une grande porosité, mais on l'est déjà, mais qui va s'accroître entre l'entreprise et la vie hors entreprise. On le voit bien, le télétravail, le digital, tous les réseaux sociaux qui font qu'on communique. Moi, ça m'énerve aujourd'hui quand j'ai des crispations en interne parce qu'on n'a pas le droit de dire ça, mais je dis tout le monde le dit en externe, donc encourageons la prise de parole, effectivement, l'échange, etc. Puisque de toute façon, si ça ne se fait pas dans l'entreprise, ça se fait hors entreprise. Et le dernier point, c'est un peu ce que je venais de dire, je pense que la notion d'individu, elle restera primordiale. À un moment, le recrutement, nous, on a dématérialisé pas mal, ce qui permet de faire des entretiens à distance, on utilise toutes les technologies qui vont encore évoluer, mais il y a un moment, il y a des rencontres qui se font, surtout quand on est sur des postes évolutifs, en fait. Et donc je pense que l'individu restera un point important. Plus il y a de digital, plus la notion humaine, moi je trouve, se développe en fait. Et même quand on regarde les jeunes aujourd'hui, en même temps ils sont tous connectés, mais ils aiment tous se retrouver. En fait, c'était ça ma notion d'appartenance à un groupe. Je veux pas être chef, je veux pas être chef de mon copain, on est tous en bande. Bon, j'exagère en disant ça, mais c'est un des traits qu'on avait vus. Et en parallèle de ces convictions, je pense aussi que le rapport de force va changer. Et moi, j'ai été très surprise. J'ai 2 enfants. Je souscris à ce que vous venez de dire sur leur chance d'avoir une meilleure vie que la nôtre. Le fait est que nous, on reçoit des tonnes de CV. Notamment, nous sommes inondés de CV chinois, de CV asiatiques. Et quand je regarde les cursus, je me dis, mes enfants, ils ne sont pas équipés pour lutter, entre guillemets, face à des jeunes qui sont surdiplômés, qui ont bossé depuis qu'ils sont tout petits, surentraînés. Donc aujourd'hui, encore, bon, les Chinois, il y a la problématique de l'anglais, mais qui est une barrière qui est en train de sauter. Donc en fait, le marché, notre poids, voilà, va évoluer vis-à-vis de l'Asie, c'est déjà le cas. On va se retrouver avec des jeunes qui, eux, sont hyper combatifs, ont envie de s'investir, hyper aussi zappeurs, hein, parce qu'en fait, voilà, au Chine, le marché, il y a un turnover énorme. On a un rapport de force aussi avec l'Europe. Donc, Christian Riboulerel, on en a parlé. On a des démographies qui font qu'aujourd'hui, à l'intérieur de l'Europe, il y a un vrai marché global du travail avec déjà des flux énormes. On en a parlé entre la Grèce et l'Espagne vers l'Allemagne. Aujourd'hui, des boîtes comme Siemens, elles ont des plans de formation et de recrutement d'ingénieurs en Espagne et en Grèce parce qu'il n'y a pas de boulot là-bas, mais il y a des gens formés. D'ailleurs, c'est un des problèmes de l'Espagne parce que le gouvernement dit voilà, nous on a formé je ne sais pas combien de millions de jeunes et qui sont tous en train de partir faire la croissance, notamment de l'Allemagne. Bon, je ferme la parenthèse. Mais donc vous êtes sur un marché qui est déjà européen et je pense que le rapport de force dans 10 ans entre l'Europe et l'Afrique, par exemple, ne sera pas du tout celui qu'on a. Donc il faut se préparer aussi à être dans un monde plus compétitif. Voilà. Alors, chez Nestlé, je vous le disais, dans le recrutement, c'est aussi leur donner les moyens de s'engager avec passion. Parce que les mots étaient forts et choisis. Comment vous faites pour repérer des gens qui vont pouvoir s'engager avec passion? Alors bon, je suis plus en charge de la formation et du développement que du recrutement. Ce sera votre tour après sur la... Très clairement, c'est vrai qu'aujourd'hui, il faut plus recruter par rapport à un métier et à un poste à pourvoir et à des connaissances, parce que les connaissances, ça s'acquiert facilement. Ils vont très vite pour les acquérir et pas de la manière dont nous, on les a acquises. Et on va avoir surtout besoin de gens qui ont une vraie capacité d'adaptation. Et quand vous disiez tout à l'heure qu'ils sont extrêmement curieux, qu'ils ont envie de vivre des choses intéressantes, je dirais qu'effectivement, il faut être capable de leur proposer des projets ambitieux, intéressants, des expériences à vivre, parce qu'on ne va pas leur vendre un poste
c'est difficile de revendre un poste. Donc, on a la chance, dans des groupes comme les nôtres, justement, d'être en capacité de vendre des parcours de carrière, la possibilité de changer de métier. Ça a été mon cas, mais c'est le cas de beaucoup de personnes dans l'entreprise. Donc ça, c'est notre force en tant que grand groupe. On a la capacité aussi de proposer des parcours à l'international. Donc, ils sont en demande de ça, je dirais, pour un temps. Parce qu'effectivement, quand on les recrute, ils ont tous envie de partir. Et puis, alors, forcément, on ne les envoie pas à l'étranger tout de suite. On a besoin de confirmer. On envoie à l'étranger des gens qui sont confirmés, sur lesquels on est prêt à investir. Parce qu'il y a forcément un coût à l'expatriation, à envoyer des gens à l'étranger. Et généralement, quand la proposition arrive, il y en a beaucoup qui sont beaucoup moins mobiles. Ils sont un peu plus immobiles. Parce que justement, le poids de cette communauté, de leur clan, je suis assez d'accord finalement avec cette approche-là, fait que finalement ça devient tout de suite très compliqué de partir, alors qu'au départ, ils sont tout feu, tout flamme avec l'idée de partir à l'international. Donc la nécessité de proposer des projets intéressants, ambitieux, de donner des expériences à vivre, de leur donner envie de s'investir pour l'entreprise, quoi. Et donc quand vous disiez alors, fun, feedback, et puis je sais plus. Voilà, learn, fun, feedback, je suis tout à fait d'accord avec ça. C'est-à-dire que c'est vraiment ça qui fait qu'on peut les attirer vers nos entreprises. Alors évidemment, il y a la marque employeur. On a la chance, vous êtes dans des sociétés qui ont de belles marques employeurs, moi aussi. Et donc ça, c'est forcément un plus et ça les intéresse. Mais si on n'est pas capable très rapidement de leur donner du fun, du feedback et du learn, ils vont s'échapper très rapidement, c'est très clair. Alors, c'est un enjeu pour nous aussi en interne, de les préparer à tout ça. Peut-être Manuel donner quelques exemples de ce qu'on met en place pour qu'ils aillent vers chez vous, du coup. Oui, alors nous, on essaye de faire de ce qu'on appelle, nous, le -3+3. C'est-à-dire qu'on invite beaucoup les entreprises à s'investir dès l'admission chez nous, dès les concours où on invite les entreprises à participer au concours. Ensuite, on fait beaucoup de coproduction pédagogique. On a mis en place des séminaires auxquels vous participez, le séminaire Open Innovation, le séminaire Négociation. Donc on croit beaucoup aux vertus de la coproduction pédagogique avec l'entreprise. C'était aussi illustré par Olivier Auger en introduction. On a aussi une conviction, c'est que notre travail de grande école ne s'arrête pas au moment où on leur délivre un diplôme et où on vous dit à vous, bonne chance maintenant, recrutez-les et essayez de les garder et de les motiver. On est soucieux que ce premier job, ils puissent le faire dans des bonnes conditions et que vous puissiez fidéliser, si possible, ceux que vous avez envie de fidéliser. Donc ce -3+3, c'est ça. On vous invite à participer à notre pédagogie et à venir les sélectionner avec nous. Et on s'invite un peu dans votre recrutement et dans la fidélisation de ces talents-là. Donc ce qu'on met en place, c'est un programme que vous connaissez sans doute qui s'appelle le Talent Identification and Career Development Programme, qu'on prépare bien en amont, d'abord en leur ouvrant un peu leur chakra, en leur ouvrant le champ des possibles des carrières, même si finalement ils nous disent quand même on veut travailler dans une grande entreprise internationale avec diversité des missions, etc. etc. On a tous les mêmes, mais on essaye de les ouvrir. Et donc dans ce programme, on va essayer de les mettre en situation finalement, de leur faire des exercices de groupe, de leur faire des simulations d'entretien, de les mettre un peu en condition de ce que vous leur ferez passer pour les recruter, mais un peu en condition de leur exercice de tous les jours chez vous. Finalement, c'est aussi la grande vertu du stage. Alors, on s'est dit beaucoup, finalement, qu'est-ce qu'on a comme danger vis-à-vis des autres pays en France, mais notre modèle français, sans faire de cocorico, il est quand même extrêmement apprécié à l'étranger, et notamment grâce au stage, parce que finalement, ils sont très opérationnels quand ils sortent de nos... Alors, c'est vrai de nos grandes écoles, je vais parler surtout grandes écoles, mais grâce au stage que vous leur offrez, grâce aux apprentissages aussi, grâce à l'apprentissage, qui est un modèle dans lequel nous, on croit beaucoup, nos étudiants nos diplômés, nos jeunes diplômés français, cette fois je vais parler de façon générale, sont extrêmement appréciés à l'étranger, partout en Europe, partout en Asie, y compris pour des intérêts, on en a suffisamment débattu, qui ne soient pas des intérêts français. Des entreprises qui n'ont pas d'intérêt économique en France apprécient nos diplômés pour leur opérationnalité. Alors là, on a bien vu un peu comment on les
attirer, comment on les faisait rentrer. Donc la partie recrutement, on va passer sur le côté formation. Il va y avoir des changements, il y a déjà eu des changements. Alors, peut-être qu'il n'y en a pas eu assez, on en reparlera juste après sur les changements de ce qu'est la formation. Mais alors déjà, nous, dans notre mode de fonctionnement, déjà aussi, on a dû changer des choses, on a dû changer le rôle de l'enseignant, le rôle du formateur. Manuel, quelques informations là-dessus, quelques éléments? Alors, est-ce qu'on l'a changé? Alors là, je vais On parler est en train de... On est en train. Je vais parler sous contrôle de mon directeur général. Donc, oui, bien sûr, on n'enseigne plus justement. Alors, on va prendre 2004 ou aujourd'hui, on n'enseigne plus de la même façon qu'en 2004. D'ailleurs, c'est sous la pression de nos jeunes. Hein. Je faisais un parallèle tout à l'heure avec Benoît Arnault, le patron du campus, en disant aujourd'hui, nos institutions sont un peu des smartphones et nos professeurs doivent être des applications. Mais c'est comme ça que nous prennent nos jeunes. C'est-à-dire qu'ils ne veulent pas d'un enseignement top-down, ils n'en veulent plus. L'enseignement, ils peuvent le recevoir à l'extérieur. Ce qu'ils veulent dans les cours, c'est apprendre. Donc nos professeurs doivent passer d'un rôle d'enseignant à un rôle d'inspirant, d'un rôle d'enseignant à un rôle d'apprenant et à un rôle d'inspirant. Et je ne sais pas si on y est encore déjà arrivé, mais en tout cas, c'est un sacré challenge pour nos profs, ça c'est certain. Et je pense que c'est un petit peu le parallèle, il doit être fait avec vous. Vos managers, ils doivent plus seulement manager, ils doivent aussi les inspirer. Le défi est important. D'autant plus que quand on parle de formation, et là, je me tourne vers Evelyne, qui disait, voilà, ça fait 15 ans que vous êtes dans ce métier, la formation, et en gros, rien n'a changé. Oui, là, il y a vraiment des choses à faire. Il serait temps que ça change. Mais effectivement, on a en entreprise encore trop de managers qui raisonnent d'abord en se disant, il ne sait pas faire ça, il faut que j'envoie en formation. Donc là, déjà, ça démarre très mal. Même si je m'occupe de formation, je pense que ça démarre très mal. C'est-à-dire qu'effectivement, il faut... Alors, on travaille beaucoup chez nous aujourd'hui pour dire, quand on veut développer une compétence, OK, il y a 10% de formation, c'est clair. Il y a besoin d'avoir les bases, d'avoir la connaissance. Mais on n'acquiert pas la compétence en formation institutionnelle habituelle, on va dire. Donc, oui, un peu de connaissance, 10%, mais après, on va aller apprendre au contact des autres, et ça, ils adorent. Donc ça, c'est important de le développer beaucoup. Et puis, on apprend en faisant. C'est en forgeant qu'on devient forgeron. Alors ça, c'est une vieille maxime, mais celle-là, elle marche toujours. Et donc, il y a un gros travail à faire pour revoir nos approches en termes de développement de compétences. Et donc, aujourd'hui, nous, on travaille beaucoup avec nos managers pour que, justement, dans la réflexion qui conduit sur le développement de carrière, sur le développement des compétences de leurs collaborateurs, ils aient cette vision complète et qu'ils arrêtent de raisonner formation. L'autre aspect, c'est la formation proprement dite, parce que le fameux 10%, on n'a pas dit qu'il en fallait plus, il en faut. Et là, effectivement, si on rentre dans le cours magistral, et donc dans les entreprises, alors je ne connais pas votre réalité, mais on a beaucoup de formations internes, donc qui sont délivrées par des experts internes. Et alors, je vais reprendre ce qui a été dit tout à l'heure, mais qui sont dans le transmettre, alors qu'il faudrait qu'ils puissent permettre. Et donc ça, je retiens la formule parce que je la trouve extrêmement pertinente. On ne leur demande plus de transmettre, enfin, il faut qu'ils sortent de ce modèle-là et donner plutôt l'occasion aux apprenants de vivre une expérience, c'est d'apprendre par eux-mêmes. Et là, c'est un peu la révolution, parce que je veux dire, en entreprise, en tout cas sur la formation interne, on a tous les matins, moi j'en ai presque tous les matins, enfin en tout cas toutes les semaines, c'est sûr, des experts qui débarquent dans mon bureau en me disant « je vais sauver la planète Nestlé, il faut que tous les managers passent par cette formation, d'ailleurs elle est prête, le board a dit que c'était une bonne idée, donc c'est obligatoire pour tout le monde, mon PowerPoint est prêt, réserve-moi une salle et trouve-moi mes stagiaires ». Je dis là, on démarre de très loin. Donc là, il y a un gros travail à faire. Et ça, c'est vraiment un modèle qui révolue. Alors, il y a d'autres manières de faire. On nous parle beaucoup du e-learning, on nous parle beaucoup de... Mais tout ça, pour moi, ça n'est pas encore assez révolutionnaire. Parce qu'on reste dans l'idée qu'on va délivrer du savoir et qu'on va transmettre du savoir et que, OK, on le fait fun, on va faire un serious game, on va faire des choses très rigolotes, mais sur le fond, on n'a pas changé la démarche. Donc, si on ne rend pas les gens acteurs de leur développement, on le vit aussi, je vais prendre un tout petit exemple... En entreprise, en tout cas chez nous, on forme encore beaucoup les gens aux langues étrangères, à l'anglais, évidemment. Hein. Et donc, alors on s'aperçoit qu'il y a pas mal d'absentéisme en cours, et puis on se dit, oh là là, c'est pas possible, celui-là, ça fait 20 ans que je l'envoie en formation en anglais, il progresse pas. Il y a un truc. Mais oui, mais il y a un truc, pourquoi? Parce qu'effectivement, ils viennent comme ils venaient à l'école il y a 20 ans. Ils viennent écouter le professeur. Ils arrivent, ils n'ont pas d'objectif, ils ne savent pas exactement ce qu'ils sont venus faire là. J'exagère un peu le trait, mais c'est ça. Donc là, il faut vraiment renverser les modèles et leur dire, OK, vous êtes là, mais vous êtes venus là pourquoi?
Vous avez besoin de préparer quoi? Vous avez besoin de vous préparer à quoi? Vous avez besoin d'être capable de quoi? Et donc, comment on vous accompagne dans le développement de vos compétences? Donc, cette révolution-là, à mon sens, elle n'est pas faite encore. On n'est pas dans accompagner les gens, leur apprendre à se développer. Enfin, c'est toutes ces notions d'entreprise apprenante dont on parle depuis des décennies, je crois que je peux le dire. Et c'est resté très conceptuel, mais on n'y est pas. Donc, chez nous aujourd'hui, on fait vraiment beaucoup d'efforts pour aller vers ça, pour faire en sorte que les gens sachent comment trouver l'information et les accompagner, les faire grandir. Et dans le même temps, effectivement, le management, on le fait beaucoup évoluer vers du coaching. Donc, comment j'accompagne les gens, comment je les fais grandir, alors que, voilà, mais là aussi, nous, on a un très faible taux de turnover. Donc, nos managers sont des gens qui sont âgés, comme moi, ou plus, qui ont 20 ans de maison, qui ont vécu un modèle très hiérarchique et qui ne sont pas tellement dans cette approche du coaching et qui découvrent qu'effectivement, leur rôle, ce n'est pas tant de montrer et de donner des ordres, mais c'est plus de faire grandir les équipes et de les amener vers là où on veut les emmener. Vous allez même jusqu'au reverse mentoring en mettant des voilà. jeunes et des moins jeunes ensemble. Et le rôle du mentor n'est pas seulement en top-down, mais aussi exactement. Alors, je crois que la France, en tout cas le marché français chez Nestlé aujourd'hui, n'est pas tout à fait encore mûr pour ça. On le pousse beaucoup, mais on va finir par y arriver, je suis sûre. Mais sur certains de nos autres marchés, effectivement, il y a des programmes de reverse mentoring qui ont été mis en place, qui permettent justement à des jeunes d'être au contact assez rapidement avec des dirigeants, des gens qui ont d'assez fortes responsabilités, qui ont forcément un âge respectable. Canonique. Voilà, c'est ça, exactement. Et donc, où là, vraiment, le contact est très, très intéressant parce que pour un jeune, avoir accès à des gens qui sont dans les comités de direction, justement, ça, c'est des expériences à vivre qui les branchent bien. D'autant qu'ils sont très directs, ils osent. Donc, ils vont aller challenger nos dirigeants et ça, c'est très, très bon. Et pour le dirigeant, il y a évidemment quand même une expérience à transmettre, des choses à exprimer, à expliquer et à partager avec des jeunes. Et ça leur plaît beaucoup. Donc là, il y a vraiment tout bénéfice et un apprentissage très complémentaire. Parce qu'effectivement, il ne faut pas se dire qu'on va réussir à les mouler et faire en sorte qu'ils soient comme nous. Ils ne vont pas pouvoir non plus complètement renverser l'entreprise. Ce n'est pas possible non plus. Donc là, il y a vraiment des expériences à vivre et des choses à apprendre mutuellement ensemble. Je voulais réagir, Sophie, vous êtes à peu près dans la même... Je reconnais notre groupe exactement dans la problématique évoquée. Moi j'adhère complètement l'apprentissage, je crois que c'est la définition d'ailleurs, c'est la mise en situation finalement, on apprend quelque chose sur le tas. Et aujourd'hui, dans le modèle de l'entreprise, effectivement, l'apprentissage, on a l'impression qu'il se fait en période de formation et non sur le job. Ce qui veut dire, et je vous rejoins complètement, le rôle du manager, il va plutôt dans celui qui est capable, dans la maïeutique en fait, celui qui est capable de révéler des temps, et surtout qui est capable de les jeter hors du nid. Et là, je pense que c'est un sujet français. On est très mal à l'aise par rapport à l'échec en fait, qui est assimilé à une faute en fait. Et si on veut que les gens progressent, il faut les exposer. Nous, on a ces débats notamment sur des jeunes diplômés qui veulent tourner beaucoup plus vite que les rythmes de rotation, j'allais dire traditionnels. 3 ans, c'est trop long. Enfin, on est clair qu'au bout de 2 ans, il faudrait leur proposer un deuxième poste. Bon, pour faire ça, ça veut dire aussi former les managers pour qu'ils acceptent d'une part de perdre un peu de confort en ayant une rotation plus importante de leurs équipes. Et puis, par ailleurs, avoir des managers qui prennent des jeunes qui arrivent, qui ne connaissent pas le job et qui vont l'apprendre. Et donc, qui vont faire des erreurs. Mais c'est comme ça qu'on va progresser. Donc, il y a tout un état d'esprit, je pense, qui est compliqué et qui est d'autant plus compliqué que culturellement, par rapport au monde anglo-saxon, on est un peu moins à l'aise par rapport à essai-erreur, en fait. Voilà. Le dernier point peut-être que je voulais ajouter, c'est qu'on voit bien que tous les jeunes, quand ils arrivent, ils veulent rapidement diversifier leurs expériences. Donc vous avez parlé de l'international. Quand ça arrive trop tard, effectivement, la mobilité, elle est moins réelle elle est moins forte que ce qui est affiché au départ. Moi, ce que je constate aussi, c'est qu'à partir d'un certain âge, la volonté de bouger, de changer d'expérience, elle diminue drastiquement. Et une des complexités pour nous, c'est comment je crée ce mouvement qui est absolument nécessaire pour ne pas se retrouver dans des situations qui sont celles qui sont en train d'arriver, notamment, je peux parler des métiers de la banque. Avec la digitalisation, les métiers changent radicalement. Quand vous avez des gens qui n'ont pas bougé depuis 10 ans, ça va vite, 10 ans en fait, c'est compliqué. Alors je ne parle pas de ceux qui n'ont pas bougé depuis plus longtemps. Donc en fait, l'autre point, c'est de ne pas perdre cette dynamique aussi
on voit bien cette envie quand on est tout jeune de changer, etc. Après, il faut quand même continuer à avoir ces aspirations-là, d'autant que dans 90% des cas, c'est des succès derrière. Alors, on va encore passer à une étape. Vous avez presque un projet politique, Laurent, sur ce qu'est la formation. Ah oui, non, mais il va falloir Non, déjà, il y a non, pas du tout, mais il y a un premier point qui est, nous, on a un problème de focale. C'est-à-dire que le vrai sujet, c'est pas le learning, c'est le knowledge. C'est-à-dire que le vrai changement entre ces générations, c'est celui-là. Nous, on est né dans le learning. C'est-à-dire que Drucker avait une vision un jour vachement intéressante, pas Michel, Peter Drucker. Il avait dit en gros, jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale, on a vécu dans l'homme économique, au sens d'Adam Smith, c'est-à-dire bon, voilà. Chacun était plus ou moins responsable de ce qu'il devenait. L'énorme changement, c'est que après la Deuxième Guerre mondiale, le nombre des organisations dans le monde va être multiplié par à peu près 3 millions. Ce qui fait que, et pas des organisations entreprises seulement, des organisations politiques, on voit naître la sécurité sociale en France par exemple, on voit naître les Nations Unies, etc. etc. Donc, c'est sur quoi on va appuyer dans le monde développé les 30 Glorieuses. C'est-à-dire que ça va être ce qu'on appelle l'homme organisationnel. Nous sommes, des produits d'organisation. Aucun d'entre nous ici n'a un métier qui existait avant la Deuxième Guerre mondiale. Ça n'avait aucun sens. Accessoirement, peut-être qu'aucun d'entre nous ici n'a un métier qui existera encore dans 10 ans, mais ça, c'est autre chose. Ce que je veux dire par là, c'est que nous sommes les produits d'un continuum d'éducation managériale qui repose beaucoup sur le learning. Je ne vais pas cracher dans la soupe. On parlait des stages. Mazars vient d'avoir l'Oscar de entreprise pour les meilleurs stages. C'est très bien et tout. Mais si vous voulez, c'est des modèles du passé. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est un modèle qui est un modèle très axé sur l'idée qu'on peut apprendre. Ensuite, on va avoir un stage. C'est quoi? Je commence à vérifier que ce que j'ai appris, ça marche. Je solidifie des codes. Et puis après, moi, personnellement, ma vie professionnelle, c'est qu'en gros, j'ai peut-être mieux compris des codes. Donc, je suis monté peut-être plus vite, j'en sais rien. Bref, il y avait un continuum. Tout ça était très bien organisé. Des jobs fonctionnels, formidable. Sauf que Drucker a continué son modèle. Au passage, il avait écrit la première fois en 1983. C'est qu'on est passé dans l'ère des knowledge workers. Et un knowledge worker, ce n'est pas un learning worker. C'est très différent. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on dit il faut que les gens apprennent, mais non, ils n'apprennent plus. Moi, mes gamins, ils n'apprennent pas. Ils veulent savoir. C'est-à-dire qu'ils disent pourquoi je vais commencer à apprendre des trucs quand je peux avoir un accès direct? De la même manière, c'est combien de millions d'euros on dépense pour, par exemple, créer des systèmes, des communautés internes, des réseaux sociaux internes. Mais quelle connerie! Je veux dire, il y a plein de gens qui disent, nous savez ce qu'ils disent les jeunes dans les études, ils nous disent très simple, mais pourquoi vous voudriez qu'on aille en gros dupliquer des comportements qu'on a sur des communautés externes qui sont beaucoup moins contrôlées, dans des systèmes internes contrôlés avec moins de potentialité? Nous, ce qu'ils nous disent, c'est offrez-nous un accès technologique que nos propres moyens individuels ne nous permettent pas. Déjà ça, il y a très peu de boîtes qui sont capables de le faire. C'est ça le sujet. C'est-à-dire que le vrai sujet, c'est que nous, on est des professionnels de learning. Moi, le premier, toute ma vie, c'est ça. Je pense qu'on est au bout de l'histoire là-dessus. C'est-à-dire qu'il y a une énorme différence entre learning et knowledge. Et knowledge ne suppose pas forcément learning. Et ça, c'est là la révolution qui est très dure pour nous. Pour les écoles, parce que merde, tout le modèle est basé là-dessus quand même. Et pour les entreprises, encore pire. Et d'ailleurs, au passage, on constate un truc assez frappant. C'est jusqu'à maintenant, c'est nous qui avions le problème. Le problème, c'était quoi? C'était des gens super formés. Je parlais pour mes amis de McKinsey. J'ai toujours adoré McKinsey. C'est une boîte, je trouve, fantastique. Pour rester là-dedans. Avant, pour qu'on soit clair, je n'ai pas toujours été dans le conseil. J'étais dans la banque avant. J'étais DRH des caisses d'épargne 5 ans. Donc, je viens de ce modèle. On a inversé nos process, finalement. Mac, c'est très simple. Le modèle, c'est quoi? Je prends les meilleures écoles, je recrute dans les meilleures écoles. Fantastique. Problème qui commence à vivre il y a 5-6 ans dans tous les pays du monde, c'est que les meilleurs des meilleures écoles commencent à dire on a fait les meilleures écoles, on va plus chez Mac. Mince. Mais ça, attendez, ça c'était nous qui prenions la vague. Maintenant, on y arrive pour vous. C'est-à-dire que maintenant, on commence à avoir des gens qui auraient la possibilité de faire les decks, éventuellement si ça ne marche pas à HEC, si ça ne marche pas à Polytechnique, si ça ne marche pas à l'ENA, et qui disent j'ai le choix et je ne le fais pas. C'est-à-dire je m'engage autrement vers d'autres voies. Ça ne veut pas dire qu'il y aura, et je suis tout à fait d'accord, il n'y aura pas qu'un seul modèle, mais ça a une conséquence très différente. C'est qu'en réalité, ce qui se produit aujourd'hui, c'est qu'on commence à avoir un monde dual qui est en train d'exister, où il y aura toujours demain, pas d'inquiétude, exactement ce que Manuel décrit,
C'est-à-dire en fait des très bons élèves des très bons apprenants qui vont aller dans les très bonnes écoles et qui après font des très bonnes carrières dans des grandes entreprises qui de toute façon recruteront toujours ces gens-là. Et on entend bien que le modèle en gros de l'emploi à vie, ou du moins de l'espérance de l'emploi à vie du côté de l'entreprise n'est pas mort. Et c'est bien, c'est génial. Ça permet la promotion sociale, il y a plein de trucs. Enfin, elle n'est pas mort en tous les cas, mais on peut y croire encore. Moi, je connais des entreprises qui sont encore là-dedans. Et d'ailleurs, c'est bien parce que c'est un peu contre-intuitif par rapport à plein de choses qu'on voit. Mais dans le même temps, il y aura aussi d'autres formes qui font que vont nous échapper des gens qui avant étaient dans un système où en gros on ratissait. Hein, je veux dire, c'était rare qu'il y ait des modèles extrêmes. D'ailleurs, on les voyait bien. Alors le projet politique, non, c'est pas un projet politique, c'est juste que il y a un sujet derrière, c'est la place de l'Europe. On en parlait tout à l'heure. Moi, pour être très honnête, on est tous présidents d'un truc en France. Je suis président d'un truc qui s'appelle le Cercle de la Prospective RH. Je vois Ségolène qui est là-bas. En gros, on essaie de réfléchir à 30 ans, comme ça, il n'y aura personne qui viendra nous contredire, de toute façon. Mais on publie quand même, on écrit des trucs. Et entre autres, la dernière fois, on me demandait de faire un article sur le DRH du futur. J'ai laissé tomber, j'ai dit le DRH du futur, non, je vais faire la job description du DRH de l'Europe. Alors, DRH de l'Europe, pourquoi? Parce que ça fait bizarre, on dit DRH de l'Europe. Un jour, on m'a demandé d'animer un panel comme ça, où dedans, on me dit, tiens, il faut que tu contactes Danny Weiss, qui est Chief Scientist d'Israël. Enfin, on m'envoie un email. Je dis, ces cons-là, ils ont oublié l'entreprise. Donc j'appelle Danny Weiss, je dis, Danny, je suis désolé, excusez-moi, c'est génial de vous rencontrer, mais vous êtes de quelle entreprise en Israël? Il dit, non, il n'y a pas d'entreprise, d'Israël, du pays. Je dis, quoi, Chief Scientist d'Israël? Vous savez pourquoi? Parce qu'Israël, petit pays confronté à des ennemis autour importants, 7 millions de personnes, ils ne vont pas se battre par les gens. Ils se battent par la technologie. Donc ça veut dire que les gens qui mobilisent pendant 5 ans, quand ils les démobilisent, ils leur donnent de l'argent en disant, vous avez pris plein de trucs technologiquement, on vous donne une somme d'argent pour créer une start-up. 8000 startups créées par an. 95% de votre iPhone a été inventé en Israël. Si ça ne marche pas au bout de 3 ans, ils arrêtent de financer. Et dans ce cas-là, ils demandent à une startup qui marche d'embaucher les gens qui. Ils ont un système complet, génial. Et le job de ce gars, Danny Weiss, à l'époque où je le contacte, ça change tous les 2 ans, au passage, ils évitent d'encrouter les gens, c'est d'être le directeur scientifique d'un pays. Comme au passage, il y a le Chief Information Officer des États-Unis. Ça, c'est de la carte de visite. Hein. C'est la Qui est NSA. CIO of the United States of America, je veux dire, ça a de la gueule. Eh bien, moi, je pense que l'enjeu pour l'Europe, c'est pas qu'on commence à vouloir devenir la Silicon Valley du monde, comme Israël a réussi à le faire. Notre politique, elle ne sera pas là. Par contre, l'Europe, c'est quoi? C'est une stabilité démocratique. C'est une expérience fantastique. C'est probablement le lieu, c'est le lieu de création de la plupart des universités. C'est un lieu d'apprentissage fantastique. On a un seul défaut. C'est que à Lille, à Nice, à Toulouse ou autre, on forme à la même chose et en fait, on n'a pas de segmentation de l'excellence. On n'est pas unifié. On n'est pas les États-Unis d'Europe. Si par contre, demain, au passage aujourd'hui, on est 14% d'emplois actifs dans le monde, hein, et la Chine aussi, en 2020, la Chine restera à 14%, mais nous, on sera tombé à 6%, pendant que l'Afrique sera à 14%. On parlait de l'Afrique tout à l'heure, c'est fondamental, c'est une nouvelle frontière. Eh bien, c'est quoi le projet qu'il y a derrière? Le vrai projet, c'est qu'il faut commencer à réfléchir avec des systèmes démographiques qui deviennent discontinus. Le seul rôle possible de l'Europe, c'est d'être un hub de talent. C'est-à-dire, on doit devenir une plaque tournante mondiale, dans un monde qui est devenu pacifié, parce que c'est pas chez nous que se passeront les guerres, hein, pour les ressources, pour quoi que ce soit, mais avec notre histoire, avec notre capacité démocratique, notre stabilité, aussi notre intégrité par rapport à des systèmes économiques, parce qu'on est peut-être capable, c'est le métier de l'audit, par exemple, de garantir la sécurité de place financière. Si vous achetez des actions, on est capable de dire, chez nous, c'est la vérité ce que vous dit la boîte, c'est moins net dans certains pays émergents. Eh bien, si l'Europe arrive à se fédérer, si l'Europe arrive à devenir, non pas un État, une sorte d'État-nation ou des États-Unis d'Europe pour le budget, mais pour l'éducation, par exemple. C'est-à-dire pour la capacité demain à dire, soyons une terre d'immigration, formons des gens, et ces gens partiront, comme d'ailleurs dans nos entreprises, la logique d'employabilité, elle est là. Alors là, on aura transformé ça. Et au passage, ce que je vous dis, ce n'est pas juste des mots en l'air. Nous, chez Mazars, on a le même problème. Mazars est né en Europe, c'est français d'origine, disons c'est très européen de culture. Et bien dans notre propre groupe, nous, on voit bien que notre avenir en politique RH, ce serait par exemple que la France, l'Angleterre, l'Allemagne réservent 10% de nos recrutements, par exemple, à des étrangers qui viendront chez nous, qu'on recrutera à l'étranger, qui viendront chez nous, qu'on formera, et puis qu'on développera 3, 4, 5 ans, mais ensuite avec vocation à retourner, soit dans leur pays, soit ailleurs. Voyez ? Eh bien ça, si on n'arrive pas à le faire au niveau de l'Europe,
très clairement, les schémas démographiques font que l'Europe aura énormément de mal à rester un lieu d'attraction, etc. Mais ça présuppose des choses. C'est pour ça qu'avec Olivier, on est engagé dans des commissions ministérielles où l'idée, c'est pas d'être dans les commissions ministérielles, c'est d'influencer des logiques de développement, de positionner des choses, de sorte que, par exemple, demain, on se dise, bah oui, il faut peut-être regrouper des pôles d'excellence. Il ne faut peut-être pas faire à Toulouse ce qu'on fait à Lille et ailleurs à Hambourg et à Mannheim ou à Londres. Mais c'est de se dire, ayons une vraie politique européenne de la formation, du recrutement, c'est-à-dire de l'attraction, aussi peut-être du départ. Ben, comment vous appelez ça? C'est la définition d'un job de RH. Simplement, faisons-le, non pas à l'échelle d'un pays. Donc, ce n'est pas la question de Montebourg ou du MEDEF. Tentons d'avoir une vision européenne de ce que serait une gestion des ressources humaines européenne, intelligente et qualitative. C'est ça le projet. C'est pas moi qui vais le porter. Bon, votez chaud. Hein, Vous voyez ça? Non, justement. Mais non, mais justement, ça ne peut pas être des gens de notre génération. C'est ça qu'il faut comprendre. Mais justement, je voudrais rebondir là-dessus. C'est que malheureusement, le retour n'est pas sûr de quoi se dire, mais c'est aller vers ça. On a bien compris le terrain de jeu. Il n'est plus la France, il n'est plus nous, il est l'Europe, il est le monde. Voilà, il y a des chocs qui nous arrivent. Le choc démographique, je pense que politiquement, on ne peut pas en parler. En tout cas, alors qu'il faudrait. On parle de l'Allemagne, ce qui se passe aujourd'hui. En France, si on commence à dire qu'on va manquer de gens et qu'il va peut-être falloir poser des questions pour attirer les talents vers chez nous, ça peut poser des problèmes politiques dans le mauvais sens du terme, pour le coup. Mais Emmanuel, pardon, c'est ça le sujet, c'est-à-dire que c'est pas par une discussion politique d'ensemble. C'est intéressant ce qu'a dit Christian tout à l'heure. Nous, on a une règle dans notre équipe RH, c'est non pas walk the talk, hein, la forme, c'est walk and then talk, c'est-à-dire commencer par marcher. Si vous commencez à demander, c'est très français, l'avis de 50 000 personnes sur le truc, c'est mort d'avance. C'est pour ça que c'est pas un truc politique, c'est la responsabilité des DRH. Commençons par le faire nous. Si nous, on s'aligne là-dessus, si on a des stratégies RH qui sont tournées vers ce genre de choses, alors on sert un process plus global. alors, ce sera plus nous. Non. Ce sera plus nous. Vous disiez tout à l'heure. Moi, je pense qu'on y est déjà hein, dans le modèle que vous expliquez. Vu des entreprises, je parle des entreprises. Non, mais voilà, je parlais de Siemens. Il y en a d'autres entreprises allemandes qui font un sourcing européen, qui forment, etc. Moi, j'étais à Bruxelles sur justement des sujets une table ronde sur justement en quoi le monde digital change l'accès au travail des Européens, avec certains qui, au contraire, c'est très simple, et puis d'autres qui n'ont plus accès au travail parce qu'ils ne sont pas à l'aise avec le monde digital. Et on avait une table ronde avec des personnes qui venaient de différents pays européens. Et là, tout à coup, ça m'a sauté aux yeux que la transhumance des talents, elle est déjà en route. Et donc, c'est vrai qu'en revanche, au niveau des écoles, on n'y est pas encore, en fait. Il y a de plus en plus d'échanges, mais c'est vrai qu'on est encore sur des marchés locaux avec une forte attractivité des écoles françaises, quand même. Et regardez les écoles en question, pardon, juste pour illustrer votre point, dont je faisais référence avec Olivier, c'est nos engagements européens et français là-dessus. Regardez la notion des fusions d'écoles. Elles sont intranationales et non pas internationales. Comment se fait-il qu'on n'ait pas poussé l'idée d'aller marier, le SC Reims par exemple, avec, mettons, Aachen ou Mannheim ou j'en sais rien. En plus, au passage, l'anglais serait une langue commune. Enfin, je veux dire, il y a plein d'intérêts à ce projet. Non, on va se marier avec Rouen. D'accord? Ou Marseille avec Bordeaux. Et bon, à la fin, qu'est-ce qui va se passer? On va créer des bureaux à Paris, ça rend les overheads, le business model est démagé. Bon, où est-ce qu'on va, quoi? Vous voyez l'idée? Donc ça, c'est un sujet majeur. Et je suis d'accord, on y est, mais pas partout. Alors, ces jeunes de 2025, ceux qu'on a en partie dans la salle, qui sont aussi dans l'autre amphi, qui sont là, dans 10 ans, moi je ne serai plus là peut-être non plus pour faire ce genre de table ronde, ce ne sera plus vous. Peut-être que d'ailleurs nos métiers auront disparu. Ils vont faire quoi? C'est quoi l'injonction? Qu'est-ce qu'on doit leur dire aujourd'hui à ces jeunes pour que demain, voilà, ils puissent développer l'entreprise, la société et poursuivre ces... vous avez 4 heures. Phrase, choisissez ce que vous voulez faire et vendez-le. C'est-à-dire, en gros, faites que des gens achètent cette compétence. Et non pas, n'attendez pas que l'entreprise vous dicte ce que vous devez faire de votre temps de travail. C'était la réponse de Andy. Sophie? Moi, je dis oser, quoi. Il faut y aller. Faites des propos. Voilà, c'est un peu la même chose que vous êtes en train de dire, mais c'est ce qu'on attend aujourd'hui. 25 ans pas sur LinkedIn, c'est une énorme connerie. Ils y sont tous quand même. Non, pas tous. 80%, 79% exactement, ont un compte mais ne l'utilisent peut-être pas. C'est un autre sujet. Ça fait encore 20% qui ont besoin d'y être. C'est clair. C'est clair. Et donc, moi, le conseil que je leur donnerais, ce serait de prenez la main. C'est osons, c'est foncez. Allez-y, prenez la main, osez, proposez.
Mais là encore, il y a une certaine appréhension. Alors peut-être que ceux qui rentrent chez nous et qui sortent des grandes écoles sont quand même des gens qui ont été un peu encore moulés à l'ancienne, on va dire. Je suis peut-être un peu dur avec vous là aujourd'hui. Mais effectivement, ils osent moyennement. Ils osent dans l'idée. Quand il s'agit de concrétiser, on sent que là, il y a encore un frein. Donc, il faut passer à l'action, il faut y aller. Donc, effectivement, c'est être acteur de votre développement, foncez, osez, proposez, mettez en œuvre. Allez-y, quoi, bousculez l'ordre établi. On attend que ça, pas tous nos managers, mais en tout cas, l'entreprise a besoin de ça, c'est très clair. Manuel, tu voulais rajouter quelque chose? En fait, pardon. Sortez de la peau du bon élève. Oui, alors moi c'était juste un mot d'optimisme. Alors nous on les a déjà, vous les avez pas encore, on vous les envoie dans 2-3 ans. Je peux vous dire qu'ils resteront pas dans la peau du bon élève parce que par exemple le cours tout à l'heure, là, cours d'anglais où il était top down et il a rien appris. Nous si c'est ça, ils viennent plus en cours. Hein. Donc je vous garantis, c'est le mot d'optimisme de la fin. Ils sont bien ceux qu'on vous envoie là dans 2-3 ans. Ils vont bouger.